Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue là, à ce deuxième podcast là, avec le monde du hockey, / NHL News. Aujourd'hui, là, pour ce deuxième podcast, comme je disais, je suis accompagné de mes collaborateurs habituels. Donc, on a William, Antoine et Christo. Salut les boys, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Ça va bien. Salut, James. Salut, ça va bien, merci. Je suis content de parler aujourd'hui. Deuxième podcast, je suis excité et j'espère qu'on va avoir du plaisir. On est là pour vous divertir, mesdames, messieurs. Donc, je présente tout de suite les 4 sujets qu'on va parler aujourd'hui. Puis par la suite, on va pouvoir commencer là, dès maintenant. Donc, les 4 sujets. Premièrement, on va parler là, de la saison un petit peu de Cayden Primo. Donc, on va vous ressortir là, des statistiques là, qu'il a eues cette saison avec le Rocket de Laval. Cayden Primo, l'espoir devant le filet du Canadien de Montréal. Également, on va vous dire où est-ce qu'on le voit là, dans les prochaines saisons. Non pas l'année prochaine, mais plutôt dans les prochaines saisons. Par la suite, on va parler là, du deuxième gardien, oui, dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Donc, le fameux deuxième gardien là, pour être derrière Carey Price, là, justement. Également, troisièmement, on va parler de nos équipes surprises et nos équipes décevantes cette saison dans la Ligue nationale. Donc, chacun de nous va nommer une équipe qui a été surprise et une équipe qui a été assez décevante là, cette saison. Et finalement, notre quatrième sujet là, qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, ça va être les top agents libres de cet été. Donc, les UFA et les RFA, c'est-à-dire là, les agents libres avec restriction, les agents libres sans compensation. Là. Donc, on va pouvoir débattre là-dessus, les meilleurs agents libres. On va vous dire où est-ce qu'on les voit, les prochains contrats qu'ils pourraient signer avec l'argent qu'ils pourraient toucher. Voilà, c'est les 4 sujets qu'on a. Écoute, les boys, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui. Parfait. Donc, premier sujet, la saison de Cayden Primo. Will, tu as les stats que tu nous as sortis. Fais juste nous rafraîchir la mémoire, là, parce que je sais qu'on en a parlé cette semaine. Rafraîchis-nous la mémoire un petit peu sur Cayden Primo, ses statistiques. Par la suite, on va pouvoir débattre d'où ce qu'on le voit là, dans les prochaines saisons. Vas-y, mon Will. Oui, mais pour Cayden Primo, c'était une première saison professionnelle. En 33 rencontres dans la Ligue américaine, il a terminé avec une fiche de 17 victoires, 11 revers et 3 nuls, si on veut ça comme ça. Une moyenne de but contre de 2,45 et un pourcentage d'arrêt de 0,908. Il a aussi été rappelé par le grand club. En 2 rencontres, il a fini avec une fiche de 1 victoire et 1 défaite. Moyenne de but contre de 2,52 et un pourcentage d'arrêt de 0,931. Il a aussi été nommé sur la première équipe des recrues de la Ligue américaine au terme de la saison. Oui, parfait. Et puis, pour Cayden Primo, je vais vous parler un petit peu de ces 2 matchs qu'il a joué avec le Canadien de Montréal. Là. Donc, le 5 décembre, ça a été son premier match en carrière dans la Grande Ligue. Donc, le 5 décembre, oui, il a perdu 3-2 face à l'Avalanche du Colorado au Centre Bell. Il avait réalisé quand même là, 32 arrêts sur 35 lancés. Donc, il avait quand même bien fait. Également, le 11 décembre, ça s'est avéré son deuxième match avec le tricolore dans l'uniforme du Canadien, oui. Écoute, il a gagné sa première victoire là, en prolongation grâce à un but de Ben Sherratt, 3-2 au Centre Bell face aux Sénateurs. Et dans ce match-là, il avait également très bien fait en allouant 2 buts sur 37 lancés, ce qui le faisait là, faire 35 arrêts là, dans ce match-là. Donc, au total, là, avec le Canadien dans la Ligue nationale en carrière, il a 67 arrêts sur 72 lancés en 119 minutes de jeu avec le Canadien au Centre Bell en carrière. C'est ce que j'avais à vous dire un petit peu sur Cayden Primo, là, des petites statistiques. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de Cayden Primo? Où est-ce qu'on pourrait le voir là, dans les prochaines années? Peut-être Antoine pour commencer? Ben, moi, Cayden Primo, moi, je garde mes distances encore avec Cayden Primo. C'est encore, il y a 20 ans, c'est un choix très loin au repêchage. C'est un choix de 7e ronde, 199e au total. On a vu qu'il a une bonne première saison dans la Ligue américaine, a fait des bonnes choses dans la Ligue nationale, a démontré qu'il était un bon gardien de but. Cependant, je vais garder mes distances avec lui. Il pourrait être bon, mais je pense qu'une autre saison pour lui s'avère la meilleure option dans la Ligue américaine. Si, advenant qu'on le voit à Montréal, on le voit pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, qu'il pourrait être un bon deuxième gardien, peut-être voire même un gardien qui pourrait concurrencer Carey Price pour le poste de numéro 1. Plusieurs choses restent à voir, mais moi, je garde mes distances avec Cayden Primo encore. C'est un choix très loin. Je ne suis pas certain de ce qu'il y a sur le moteur. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner pour sa prochaine saison. J'espère qu'il va avoir plus de temps de glace, mais je ne me prononce pas trop. OK, parfait. Et puis, tu le disais, un choix loin au repêchage, donc en 2017, un choix de 7e round, 199e au total. Honnêtement, avec les choses qu'on a vues de lui cette saison, c'est assez prometteur. J'ai envie de dire que ça pourrait quasiment être un vol en 7e ronde là, de la part
l'équipe de recrutement du Canadien. Christo, qu'est-ce que tu penses toi, de Caden Primo pour les prochaines années? Moi, avec Primo, je pense que Price, à un moment donné, va ralentir. Puis, il va avoir besoin d'un bon numéro 2 en arrière de lui. Puis, Primo va pouvoir le concurrencer. Puis, avoir un bon. Les Canadiens vont pouvoir avoir un bon setup de gardien là, quand Primo va monter dans les NHL. Ça, tu vois ça dans peut-être 2 ans? Non, 2-3 ans. Là. OK, fait que 2-3 ans. Parce que là, il faut dire que là, le deuxième gardien, on est un petit peu mal pris. Hein? Là, l'année dernière, on a essayé avec Keith Kincaid. Évidemment, ça n'a vraiment pas fonctionné. Là, on y reviendra. Mais je vais aller chercher Lily William. Will, qu'est-ce que tu en penses, toi? De mon côté, je crois aussi que Caden Primo, ce serait bon pour lui une autre saison à Laval. Une autre saison, avoir des bonnes statistiques comme cette année. Cette année, ça a bien été. Je pense que c'est un vol au 7e rang, ça, c'est en 7e ronde, pardon. Ouais. Puis Trevor Timmins, c'est un de ses bons moves, sérieusement. Je pense que ça pourrait devenir un très bon gardien de but, même le futur numéro 1 lorsque Price prend sa retraite. Mais de mon côté, j'aimerais ça aussi rajouter que j'aimerais ça voir Primo être un peu le backup de Price quand les séries éliminatoires vont commencer à 24 équipes. Question qu'il puisse recommencer le camp d'entraînement avec eux, puisse avoir un peu d'expérience de comment se préparer en éliminatoire. Je pense que pour un jeune gardien de but, là, ça serait juste très bon pour lui de pouvoir reprendre la glace, reprendre l'entraînement, puis pouvoir se préparer comme un professionnel avant un match éliminatoire. Et ça, avec, c'est certain que Price, ça serait un très bon mentor pour lui aussi. Ouais, parlant de mentor, je ne sais pas là que je vais en venir, mais juste une petite parenthèse. Là. Quand Primo avait été amené à Montréal, le Price était très content. Il avait dit que justement, il aimait être son mentor et puis il avait vu beaucoup de potentiel en lui pour le futur. Là. Donc oui, j'aime ton idée. Et puis, comme je le disais, Keith Kincaid, ça n'a pas fonctionné cette saison. Donc là, on a un problème devant le filet pour le deuxième gardien. Dans l'organisation du Canadien, on a justement Caden Primo, comme on le disait. On a également Charlie Lindgren, qui a gardé quelques matchs cette saison avec le Canadien. Et on a signé un Russe là, dernièrement, Vassili Demchenko. Vassili Demchenko. Merci, William. Je n'étais pas certain. Écoute, la signature de Demchenko, est-ce que ça veut dire que lui va jouer à Laval? Non, pas nécessairement. Je pense que même ce que Bergevin a dit, c'est que pour l'instant, Demchenko, ce serait dans la East Coast League pour l'instant. Beaucoup ont été excités de le voir, là, mais je pense qu'on va laisser la chance à McNiven l'année prochaine de pouvoir passer la saison à Laval. Là. Cette année, ça a été une année très dominante dans la East Coast League pour McNiven. Je pense que ce serait ça le plan, je pense, du CH. Okay. Sinon, ce serait un ménage à 3 gardiens de but, je pense, dans la Ligue américaine. Sinon. OK. Parfait. Et puis, justement, pour le grand club, oui, là, ça nous prend un gardien numéro 2. Écoute, il y a également Charlie Lindgren qui peut prendre ce rôle-là, mais est-ce qu'il est vraiment un très, très bon numéro 2? Ça, j'en doute fort. Écoutez, qui voyez-vous comme gardien numéro 2 l'an prochain avec Price? Là, un bon auxiliaire, là, comme on souhaite tant avoir. Écoute, je commencerai peut-être avec Christo. As-tu une idée qui serait ton gardien de but numéro 2 à toi? C'est sûr qu'on pourrait aller avec Corey Crawford qui tombe dans les agents libres à la fin de la saison. Avec un contrat de 6 millions, mais là, il faudrait le baisser à 3 millions. Mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Fait qu'on pourrait y aller avec un Mike Smith, qui est quand même bon pour être dans les filets, comme Price, un troisième défenseur peut faire des bonnes premières passes. Puis lui, il a joué 39 matchs cette saison, puis en 39 matchs, il a une moyenne de 2,95 et une efficacité de 902. C'est sûr qu'on peut il va devoir baisser de 9 matchs pour être à 30, puis Price a 55 matchs à peu près. Ça serait un bon duo. Oui, c'est vrai. Et puis, tu as tout à fait raison en parlant de Mike Smith, qui est bon pour jouer la rondelle autour de son filet. Puis, justement, Carey Price, il est aussi très bon. Donc, avoir 2 gardiens de ce genre-là là, qui sont bons à jouer la rondelle, pour les défenseurs du Canadien, je pense que ça pourrait être très facilitant. Ils n'auront pas toujours à s'habituer à un gardien. Lui, il sort pas tant, lui, il sort beaucoup. Donc, ils vont être habitués d'avoir un bon gardien pour jouer la rondelle, puis ça va être facilitant pour la communication aussi là, lors des relances de l'attaque. Ça, c'est vrai. Puis Mike Smith, beaucoup d'expérience. Je vais te demander, Christo, encore, là, tu lui donnerais quoi, Mike Smith? 1 an pour. Parce qu'il est quand même vieux, puis on parle de Primo peut-être dans 2-3 ans. Mais pour Mike Smith, toi, tu dirais 1 an ou 2? Ben, c'est sûr qu'il commence à être vieux, mais on peut l'essayer comme on a fait avec Kincaid, puis voir si ça marche. Puis si ça marche pas, ben, on le renvoie à Laval ou on fait de quoi? On l'échange. OK, ouais. Tu lui donnerais donc 1 an? Ouais. OK, parfait. Le salaire que tu lui donnerais, as-tu une idée? 2-3 millions. Entre 2 et 3 millions. Ouais. OK. Comme avec Crawford. OK.
Antoine, ton idée pour le deuxième gardien, qui tu vois là? Peut-être un choix logique de ton côté, ce serait qui? Ben, j'ai longuement hésité entre Thomas Greisch et Corey Crawford, puis j'ai finalement décidé Thomas Greisch. En effet, cette saison, Thomas Greisch a eu quand même une très bonne saison avec 16 victoires, 9 revers et 4 revers en temps supplémentaire. Un pourcentage d'efficacité de 913. C'est une moyenne de buts accordés de 274 avec les Islanders, qui ont quand même connu une saison difficile, qui ont été en dehors du portrait des séries éliminatoires. Je pense que Thomas Greisch, avec le Canadien, il peut apporter de l'aide à Carey Price. Quand même de l'expérience, 34 ans. Il a été avec Robin Lehner aussi il y a quelques années en anglais, se splitter le travail en deux. Puis je pense que Thomas Greisch, c'est un bon gardien, il est capable, il se lève dans les bons moments. Puis c'est un gardien que tu peux compter sur lui, c'est un gardien très fiable. Puis c'est un gardien qui n'a jamais déçu les attentes. Les attentes sont toujours bonnes envers Thomas Greisch, puis il n'a jamais déçu. Moi, je pense que Thomas Greisch, ce serait la solution au problème de deuxième gardien de but à Montréal. Ouais, c'est vrai que dans les dernières années, lui, il a élevé son jeu d'un cran et puis il s'est amélioré grandement. Et puis, il pourrait apporter de la stabilité là, derrière Carey Price, évidemment. William, je vais chercher ton idée. Ton deuxième gardien, qui tu vois? Ouais, de mon côté, j'aime bien les options de Thomas Greiss et Anton Khudobin. Comme Anton a dit, Thomas Greiss est un gardien de but très fiable, vraiment. Il n'accorde pas beaucoup de buts, bon pourcentage d'arrêt. C'est un gardien de but que si tu fais garder 40 matchs dans une saison, il va te garder 40 bons matchs aussi. Khudobin, un autre gardien très fiable. Je pense que, par exemple, le petit hic avec ces deux-là, c'est que c'est des gardiens qui, lors des dernières saisons, ont joué quelque chose comme environ 40 matchs chacun. Ce qui veut dire, puis du côté de Price, si tu veux chercher un backup, on veut y aller donner environ 30 matchs, peut-être même 25 matchs. C'est ça le petit problème, je pense, avec ça. Ouais, vas-y, James. Écoute, moi, avec 30 matchs un second gardien, je serais vraiment à l'aise. Là. Et puis, Benjamin l'a dit, le pace de match avec Carey Price doit être réduit. Donc, si on peut aller chercher un gardien de but pour 30 matchs, je pense que tout le monde sera à l'aise avec ça. Mais continue. Mais je suis bien d'accord avec toi, James, sauf que si jamais, exemple, je suis Thomas Greiss, puis je vois, par exemple, les Capitals qui ne re-signent pas Brennan Oldby, ça se peut grandement cet été que Oldby devienne agent libre. Mais ça se peut que moi, en tant que gardien de but comme Thomas Greiss, je me dise, je vais m'en aller avec les Capitals, même si l'offre est moins bonne, pour pouvoir garder plus de matchs, puis peut-être même être le numéro 1 si tu veux pas. C'est ça qui a aussi comme problème, je pense, à Montréal. Tu donnes beaucoup de tâches à Price, puis ça fait qu'il y a peut-être des gardiens de but qui vont se dire OK, non, laisse faire, je vais m'en aller jouer un peu plus de matchs avec telle équipe. Ouais, puis je vais donner mon idée là-dessus. Moi, c'est également là, Anton Khudobin, mon choix pour être le second à Price. C'est celui-là que je préfère. À 34 ans, je suis à l'aise de lui offrir au moins 2 ans. Je suis très à l'aise de lui donner 2 ans. Écoute, c'est un gardien qui a fait un très bon ménage là, avec Ben Bishop dans les dernières années à Dallas. Un très bon duo qui était là-bas. Également, ses statistiques cette saison, 16 victoires, 8 défaites et 4 défaites en surtemps. Un pourcentage d'arrêt de 930, une moyenne de but d'efficacité allouée de 2,22. Je trouve ça quand même bon. Écoute, 16 victoires, 8 défaites. Le record de victoires est grandement supérieur au niveau de défaites. Ça, c'est très, très positif pour lui. Et puis en carrière, là, en 218 rencontres, 99 victoires, 76 défaites, 25 victoires en prolongation. Plutôt de défaites, oui, en sortant. C'est un gardien qui a toujours eu des fiches positives. Donc, c'est ce qu'on a besoin là, à Montréal comme deuxième gardien. Un gardien qui peut donner des victoires supplémentaires. Et qui sait, si Price réduit son nombre de matchs, est très solide, et puis que le deuxième gardien va chercher des victoires de la sorte, qui sait, le Canadien pourrait peut-être rentrer en éliminatoire là, dans les prochaines saisons. Parce que juste prendre l'exemple l'an passé, si Niemi aurait été plus solide devant le filet comme deuxième, on aurait peut-être été chercher ces fameux 2-3 points de plus et rentrer en série. Oui. James, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. On connaît l'historique de blessure de Carey Price. Est-ce que ce serait mieux d'apporter un gardien qui est prêt à garder les matchs plus 40-45 matchs? Car on sait que Carey Price se blesse presque une fois par année, va manquer 5 à 10 rencontres. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu qu'on devrait signer plus un gardien de 40-45 matchs ou un gardien de 30-35 matchs? Je veux savoir ton avis là-dessus. Ou les autres aussi. Anton Khudobin, là, on s'entend, il a gardé 30 matchs cette saison, puis la saison a été écourtée. Donc, il aurait peut-être monté à 35. Puis c'est un bon pace pour lui. Là, je pense qu'il est capable de faire 35 matchs, puis c'est ce qu'il veut aussi. Là. C'est pas pour rien qu'on lui donnait à Dallas. Écoute, c'est sûr que si Carey Price va se blesser, tu veux un gardien qui est prêt à faire 45 matchs. Mais est-ce qu'un gardien de 45 matchs qui veut garder ça va venir à Montréal? J'en doute, parce qu'il sait que Price va gauler beaucoup s'il n'est pas blessé. Puis cette saison, il n'a pas été blessé, puis il a quand même
il y a eu des mauvaises passes, évidemment. Le Price, c'est pas toujours constant, même si c'est un très bon gardien. Mais il a quand même été solide cette saison. Donc, un gardien de 35 matchs, de la sorte de Anton Udobin. Même Thomas Greiss, c'est bon, mais moi, mon choix est Anton Udobin. Je crois que ça peut être vraiment bon là, pour le Canadien. C'est bon. C'est mon idée là-dessus. Là, écoute, le salaire que je serais prêt à lui donner, là, c'est 2,5 millions là, que je serais prêt à lui donner. Peut-être même 3 que je pourrais monter pour 2 ans. Donc, si je lui donnais 3, ça fait 6 millions pour le total des 2 ans. Je serais prêt à le donner, honnêtement. Parce que là, ça prend un bon gardien. Là. Price peut pas tout faire, comme on dit. Non, c'est vrai. OK. Donc, on va passer tout de suite. C'est fini pour ça, là? Oui. Parfait. On va passer tout de suite au troisième sujet, mesdames, messieurs. Donc, nos équipes surprises et nos équipes décevantes de la dernière saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, chacun de nous, là, allons donner une équipe qui nous a surpris et une équipe qui nous a déçus. Je vais peut-être commencer avec Christo. Oui, je vais y aller. Mais une équipe qui m'a vraiment déçu cette année, c'est les Sabres de Buffalo. Parce qu'avec un aussi bon noyau comme Marcus Johansson, Jack Eichel, Jeff Skinner et Rasmus Ristolainen et Rasmus Dahlin, qui est supposé être l'un des prodiges à la défense, ben, je crois qu'ils ont vraiment mal joué là, parce qu'ils sont en dessous du Canadien, puis avec un aussi noyau être en dessous du Canadien, là, c'est pas fort. T'as raison. Écoute, le noyau là-bas est assez bon. Mais écoute, moi, je questionne beaucoup leur niveau de leadership là-bas. C'est sûr, mais écoute, ils n'ont pas un vrai leader là, comme Jack Eichel, il est encore trop jeune. Là. Ils l'ont nommé capitaine, mais moi, je doute de son... Oui, c'est un très bon joueur de hockey et tout, mais moi, je doute beaucoup là, de son leadership. Et Odette, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, moi, j'ai lu que Ryan O'Reilly avait dit que c'était une des raisons pourquoi il était quasiment content d'avoir quitté la ville de Buffalo. En raison du manque de leadership dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas soudés ensemble. Les joueurs faisaient peut-être leurs petites affaires dans leur coin. Puis, tu sais, un vestiaire d'équipe de hockey, tu sais, on est tous des gars qui jouent au hockey ici, puis on aime tout ça, on parle toute la gang, on visualise notre partie. Si un vestiaire se sépare en deux, c'est sûr que ça peut mener peut-être des tensions. Mais moi, je pense que Christopher, tu as un bon point. Les Sabres de Buffalo sont décevants, mais je pense qu'une des raisons pourquoi les Sabres de Buffalo, ils ont un bon noyau, de bons défenseurs. La raison pourquoi les Sabres de Buffalo sont encore dans les bas de classement, ce sont le problème devant le filet. Ils n'ont pas de gardien. Ulmark et Houghton et c'est une grande raison. Mais pour parvenir au leadership, moi, je crois que c'est un énorme problème à Buffalo. Jack Eichel ne mérite pas, le sait. Je ne sais pas qui mérite le capitana, mais c'est sûr que Jack Eichel n'est pas un joueur pour ça. C'est beaucoup un joueur superstar qui va avoir toute l'attention sur lui. Non, je suis en désaccord avec ce qu'on lui donne, le sait. Vas-y, continue ce que tu avais à dire. Je peux-tu me permettre, s'il te plaît? Aussi, ça n'a pas aidé le fait que Zach Bogosian, pendant la saison, là, quand il n'a pas voulu retourner dans la Ligue américaine, je pense qu'il y a eu des problèmes aussi avec ça. Dans le vestiaire, il devait en avoir du côté de Bogosian, du côté qui était contre le joueur. Je pense que ça a vraiment aussi divisé le vestiaire un peu en deux. Puis tu as raison dans les buts. Carter Hutton a presque pas gagné cette année. C'était rendu Linus Ullmark qui était rendu numéro 1 vers la fin de la saison. Puis Ullmark n'est pas un numéro 1, pas encore. Ils n'ont juste pas de numéro 1 là-bas. C'est tout simplement je pense que cette situation de gardien de but pourrait vraiment se régler avec un des prospects qu'ils ont, c'est Ukko-Pekka Luukkonen. Ouais, qui est excellent au championnat mondial de hockey junior. Effectivement. Mais pour l'instant, le temps que Luukkonen arrive avec les Sabres, je pense que ça va être encore un problème pour quelques années. Oui, puis à Buffalo, tu as raison, Christo, c'est décevant. Écoute, ils ont passé beaucoup d'entraîneurs là-bas dans les dernières années. Et cette année, c'était la venue d'un certain Ralph Kruger derrière le banc. C'était prometteur. Écoute, avec le noyau qu'ils ont, ils ont fait des échanges pour s'améliorer, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné encore une fois là, cette saison. Puis Christo, je vais te laisser continuer avec une équipe qui t'a surpris, une équipe qui a dépassé tes attentes. Une équipe qui m'a surpris, c'est les Flyers de Philadelphie. Avec l'arrivée de Alain Vigneault à la barre, je trouve qu'ils ont levé leur jeu d'un cran avec un nouveau gardien comme Carter Hart qui est venu, qui est très jeune et qui est très bon. Puis là, ça a pu régler leur problème de gardien. Puis avec un bon gardien, je pense que maintenant, ils peuvent gagner puis ils peuvent assurer des victoires avec Carter Hart. Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'attaque, il y a beaucoup de talent offensif. Même défensivement, il y a des bons défenseurs là-bas. Mais vraiment, à l'attaque, ils sont bien rodés, là, si on veut. Puis Carter Hart, un gardien très, très, très bon. Pour l'avenir, c'est très, très beau de voir ce qui se passe là-bas. Oui. Antoine, je vais aller chercher tes équipes surprises, tes équipes décevantes. Je vais y aller avec la première équipe qui m'a déçu. Moi, je vais y aller avec les Panthers de la Floride. Cet été, ils ont fait paraffer un énorme contrat à Sergei Bobrovsky.
qui vraiment, lui, a eu une saison, si je peux me permettre, désastreuse. Ça a été vraiment difficile pour lui. Une saison, on n'était pas habitué de voir de sa part. Il était habitué à des excellentes saisons, plusieurs jeux blancs, capable de lever sur le jeu d'un cran dans les moments importants. Un gardien sur qui tu pouvais compter. Quand il y avait un échappé, tu savais qu'il allait faire l'arrêt. Cette saison, c'était plus difficile. La défensive des Panthers n'est pas la même qu'à Columbus. Peut-être le temps d'adaptation a été plus difficile, mais les Panthers ont tellement un bon noyau avec les Barkov, Huberdeau, Hoffman, Dadonov. Et ça, on va en reparler plus tard, mais ces deux joueurs pourraient peut-être quitter l'organisation des Panthers cet été, eux qui sont agents libres sans restriction, qui pourraient prendre un chemin pour aller dans une autre équipe et complètement anéantir les espoirs que les Panthers avaient peut-être fondés avec Bobrovsky pour peut-être amener la Coupe en Floride. Mais je crois que les Panthers auraient pu terminer plus haut. Terminer dans les équipes repêchées, mais terminer en dehors du portrait des séries avec l'équipe qu'ils avaient, c'est excessivement décevant. Ouais, puis William, on avait parlé de ça des Panthers un petit peu dans notre chronique Les Informateurs. Puis Antoine Tour rapporte quand même les mêmes points. Honnêtement, c'est vrai qu'ils ont été décevants. Et puis, pas simplement Bobrovsky, mais la venue de l'entraîneur Joel Kenville derrière le banc, Coach Q, qu'on appelle au hockey. Écoute, un entraîneur beaucoup d'expérience, sait gagner. Écoute, il a gagné avec les Blackhawks des Coupes Stanley. On pensait là, vraiment que ça aurait pu redonner un boost d'énergie aux joueurs vedettes là-bas. Écoute, il faut dire que Barkov et Huberdeau ont été très exceptionnels encore cette saison. Mais les Panthers sont encore toujours pas dans les séries. Écoute, les partisans n'ont pas été gâtés là-bas dans les dernières années. Ça peut leur faire mal. Le peu. Si tu veux y aller avec tes équipes qui t'ont surpris. L'équipe qui t'a surpris, oui. Ben, moi, je vais y aller avec les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins, il y a eu quand même beaucoup de blessés cette saison. C'est qu'Evgeny Malkin a quand même manqué plusieurs matchs. Crosby aussi a manqué plusieurs matchs. L'équipe est très vieillissante. Ça fait plusieurs années que les Panthers poussent vers la Coupe Stanley, toujours font des acquisitions importantes à la date limite des transactions pour tenter de mener son équipe vers la Coupe. On sait qu'ils ont gagné 2 Coupes Stanley en 2 ans, mais depuis ce temps-là, ils se tiennent beaucoup dans le milieu de l'association de l'Est, dans les coins de 6-7e dans l'Est, souvent 2 ou 3e dans leur division. Mais l'an dernier, lorsqu'ils se sont fait éliminer, même balayés en 4 par les Islanders, plusieurs personnes les voyaient comme ils pourraient changer plusieurs joueurs de leur noyau pour tenter de rebâtir sur des jeunes bases et rebâtir autour de jeunes joueurs qui sont parmi la formation. Mais certains, on n'a pas beaucoup de jeunes joueurs avec les Penguins, ce qui n'aurait peut-être pas été mauvais. Mais cette saison, les Panthers m'ont vraiment surpris. Terminer 3e à la métropolitaine avec le nombre de blessés, c'est excessivement surprenant. Oui, tu as raison, les Pingouins, avec les blessures qu'ils ont eues, là, ils ont surpris, là, en effet. Puis la profondeur, là-bas, écoute, il y a des joueurs là, qu'on ne pensait même pas qu'ils auraient pu jouer Ligue nationale cette saison et qui ont été rappelés du club école là-bas. Et puis que, forcé d'admettre qu'ils ont livré la marchandise parce que les Pingouins ont su se garder quand même dans une bonne position là, en vue des séries là, qui approchent. Effectivement. William, toi? Ouais, ben, de mon côté, mon équipe surprise, c'est les Blue Jackets. Après les départs de Matt Duchesne, de Panarin, de Bobrovsky, puis seulement les acquisitions de Gustav Nyquist, je m'attendais vraiment pas à une équipe qui... je pense que tout le monde s'attendait à une équipe en bas de classement, qui manque les séries, puis peut-être même une équipe qui regarde vers le numéro 1 pour Lafrenière, le derby Lafrenière. Mais par exemple, ça a été une excellente saison. C'est tout à l'honneur de John Tortorella, sérieusement, cette saison. En plus de ça, on a eu énormément de blessures. Atkinson, Jones, Anderson, Dubinsky, Kukan, Tessier, Georgson et Nathan Jordan. C'est tous des joueurs qui étaient blessés au moins durant la saison. Puis même, il y en a plus encore qui ont été blessés. Ça, c'est pas mal ton noyau en particulier. Offensivement, il ne te restait plus beaucoup de joueurs. J'ai quasiment enlevé 3 trios quasiment là, avec tous les blessés qu'il y a. Sérieusement, c'est juste ça prouve la profondeur qu'ils ont été capables d'aller chercher, ce que Tortorella était capable de faire. Puis c'est un peu comme Antoine disait avec les Pingouins. Il y a des joueurs qu'on ne voyait pas venir, qui ont fait un excellent travail. Je pense que ça, c'est quand même tout à leur honneur d'être réussi à être proche des séries éliminatoires, de garder dans la course, puis peut-être même finalement monter jusqu'en éliminatoire. Je m'attendais vraiment pas à ça, puis je pense que c'est toute qu'une surprise de leur côté. Oui, c'est très bien de le dire. On avait parlé également là, cette semaine. On avait glissé des mots là-dessus. Et puis, je vais te laisser y aller avec ton équipe qui t'a vraiment déçu cette saison. De mon côté, c'est les Preds. Quand on a fait l'acquisition de Duchesne et Granlund au centre, ça faisait juste solidifier. En plus, tu as déjà Johansson, tu as Turris en plus, tu as Bonino. Bonino
excellente saison en plus cette année. Je m'attendais vraiment leur problème, c'était surtout offensivement, puis on est en train de régler le problème. Mais ça n'a pas été prouvé cette année. C'est la 17e. En attaque, c'est la 17e équipe au classement général. C'est milieu de classement pour une attaque avec des Arvidsson, Forsberg, Johansson, Duchesne, Granlund, Turris. C'est quand même, moi, je trouve ça décevant de cette équipe-là. Surtout défensivement, tu regardes ça. C'est une équipe qui n'a pas été non plus en haut des attentes parce que je pense que ça a été une saison difficile pour Riné. Je sais que Saros n'a pas connu une grosse saison non plus. Je pense que dans l'ensemble, ça a été difficile de leur côté. On a même dû renvoyer Pique Laviolette. Je m'attendais à beaucoup plus d'apport des Preds, surtout après qu'on a été quasiment all-in. On est changé souvent, on s'est dit on va y aller vers l'attaque. Je me suis dit on commence à vraiment build pour une équipe championne. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment le cas cette année. Oui, c'est vrai, Peter Laviolette. Écoute, souvent, on dit quand une équipe va pas bien, on ne peut pas changer les 20 joueurs. C'est souvent l'entraîneur qui doit écoper. Et puis, c'est ce qui est arrivé avec Peter Laviolette. Là, c'est pour ça qu'on a emmené John Hines à la barre. Ça replace un petit peu, mais honnêtement, les Prédateurs ont déçu cette saison. Tu as bien raison. James, oui, vas-y. Les Prédateurs ont congédié Peter Laviolette pour engager l'entraîneur des Devils du New Jersey qui avait connu le pire début de saison de la carrière. Pourquoi engager un entraîneur qui a connu un mauvais début de saison lorsque ton équipe se bat, entre guillemets, pour une place en série? Je ne sais pas, je voudrais t'entendre là-dessus, les autres aussi, William ou Christopher, qu'est-ce que vous en pensez? D'engager un entraîneur qui n'a pas connu de succès avec une mauvaise équipe, pourquoi connaîtrait-il des succès avec une bonne équipe? Je me pose ça comme question. Ben, je vais prendre la parole. Ouais, vas-y, James. Écoute, je n'ai pas nécessairement la réponse à ta question, mais je vais juste ajouter un élément là-dessus. Après ça, William, tu iras. Moi, je pense que des fois, un changement d'air, là, ça peut juste faire du bien. Honnêtement, avec les Devils, là, quand tu te mets à perdre, là, des fois, je ne dirais pas que John Hines avait hâte de quitter l'organisation, mais écoute, quand tu te mets à perdre, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Des fois, le changement d'air est bénéfique. Et c'est pour ça là, qu'on s'est tourné vers John Hines. Puis John Hines, honnêtement, c'est pas nécessairement un mauvais entraîneur. Quand il est arrivé au début là, avec les Devils, il y a eu des moments difficiles, mais il a été capable quand même de les amener en série là, pendant une saison, qui ont eu des bons résultats avec Taylor Hall là-bas. Et écoute, c'est ce que David Poile, là, le directeur général des Prédateurs, voulait faire, là, amener un nouvel entraîneur qui a de l'expérience et qui est quand même pas mauvais, honnêtement. Là. John Hines est quand même un bon entraîneur. Et puis, justement, comme je le disais, un changement d'air, ça peut juste faire du bien. Selon moi, John Hines, c'est peut-être pas le fit parfait, selon moi, avec les Preds. Puis je pense pas que c'est non plus. Je pense que c'est un move qu'on a fait un peu trop vite, là, je pense, de la part des Preds. Peter Laviolette est, à mon avis, un meilleur entraîneur que John Hines. Un changement d'air, ça fait du bien, comme tu as dit, James, mais je pense que c'est le fait que c'est un entraîneur respecté dans la Ligue nationale, puis qu'on a décidé d'y aller. On va à place de décider de faire un intérim, si on ne se bat pour les séries, on va y aller avec un entraîneur-chef qu'on va engager tout de suite. Puis je pense que c'est ça qui a été la décision d'aller chercher John Hines de la part des Preds. William a apporté un bon point. C'est peut-être un mouvement de panique qu'on a fait là-bas. Honnêtement, oui, mais... quand la nouvelle a sorti, j'ai été un petit peu surpris. Mais comme je dis, le changement d'air peut juste faire du bien. Là, mais j'ai été surpris quand la nouvelle a sorti. C'est peut-être un mouvement de panique, là, je ne le sais pas. Oui, mais effectivement, on a vu cette saison, ça a été incroyable, le nombre d'entraîneurs qui ont été limogés de leur poste. Ben oui. On a vu une saison Mike Babcock, les Leafs qui n'allaient nulle part en début de saison. L'arrivée, on a vu beaucoup d'entraîneurs par intérim. Ça aurait peut-être été un meilleur choix pour les Prédateurs de prendre soit l'entraîneur associé de Peter Laviolette, voire même ramener l'entraîneur des ligues mineures vers les ligues majeures. Comme on a fait quand Claude Julien a quitté les Bruins de Boston, on a monté Bruce Cassidy, qui va très bien aujourd'hui avec les Bruins de Boston. Oui, ça aurait été une idée, ça n'aurait pas été mauvais. Mais écoute, je pense que David Poile, là, le directeur général là-bas, voulait vraiment un entraîneur là, qui était établi dans la Ligue nationale. C'est peut-être pour ça. Puis aussi le fait de vouloir faire un bout en série après les acquisitions qu'il a fait cet été, je pense que c'était aussi une raison. Ouais, il y avait de la pression quand même là-bas de performer, puis ils n'ont pas atteint les attentes, honnêtement. Mais écoute, là, si tu me permets, je vais y aller avec mes équipes à moi. Là. Oui, vas-y. Mon équipe surprise, écoute, c'est les Canucks de Vancouver. C'est un choix discutable, mais je m'explique. Une fiche de 37 victoires, 27 défaites et 6 défaites en surtemps. 78 points en 69 matchs joués pour l'équipe là-bas. Ils sont 9e dans l'Ouest. Ils sont à égalité là, pour les séries. Ils sont sortis, mais tu leur donnes un point de plus, ils sont dans les playoffs. Ils seraient dans les playoffs. Au niveau de la Ligue nationale, ils sont 20e. J'avoue que c'est pas si haut que ça pour une équipe surprise, mais quand même, je m'explique. Les Canucks de Vancouver,
ont été bons cette saison, honnêtement. Le brio de Jacob Markstrom dans le filet là, a été très excellent pour eux. Il a connu une saison du tonnerre, je dirais, là-bas. Même un certain Antoine Roussel s'est prononcé là-dessus. Il a dit que c'était peut-être un des meilleurs goalers cette saison, le Jacob Markstrom. Écoute, c'est sûr que c'est un de ses amis, là, un coéquipier, tu ne veux pas te le mettre à dos, tu dis ça. Écoute, oui, c'est vrai qu'il a connu une grosse saison, mais je pense pas que c'est un des meilleurs dans la ligue, mais cette saison, il a vraiment aidé les Canucks. Également, à Vancouver, on a fait des échanges pour s'améliorer. Je pense à Tyler Toffoli, qui est arrivé là-bas, et puis ça les a grandement aidé. Il a produit quand même là, en arrivant là-bas. Donc, pour les raisons, mais j'aimerais ajouter autre chose aussi. Ils ont manqué beaucoup des séries dans les dernières années, les Canucks. Et cette saison, comme je le disais, à un point, donc il était près d'une place en série. Les partisans auraient pu être gâtés là-bas. Également, une équipe qui m'a déçu. J'ai pas le choix de passer à côté des Sharks de San Jose. Écoute, une fiche de 29 victoires, 36 défaites et 5 défaites en surtemps. Écoute, ils ont 63 points en 70 matchs joués. Ils ne jouent même pas pour 500. La fiche est pitoyable là-bas. Ils sont 15e dans l'Ouest et 29e dans la Ligue. Écoute, je sais que c'est pas aussi peu que les Red Wings et Détroit, par exemple, mais justement, ils ont plus de bons joueurs que les Red Wings et Détroit. Oui, le noyau est vieillissant là-bas. Mais écoute, avec la défensive qu'ils ont, ils ont des joueurs comme Burns, Carlson, Vlasic. Il n'y a aucune raison qu'ils soient aussi pitoyables que ça. Un petit mot sur Martin Jones. Il n'a pas fait les arrêts cette saison, donc c'est pour ça aussi que l'équipe est très décevante. Martin Jones n'a pas fait les arrêts tout simplement. Et à l'attaque, je me dis que tu as quand même des joueurs de qualité. Là. Il y a quelque chose qui aurait pu se faire là-bas et que ça ne s'est pas fait. Et puis, ils ont été en finale de Coupe Stanley il y a quoi, 3-4 ans? Il me semble que c'est une grosse drop là, cette saison par rapport à ça, là, même si les joueurs ont été vieillissants. Je trouve ça un petit peu décevant du côté de San Jose. Ouais, mais James, je peux-tu y aller? Je peux-tu prendre la parole? Ben là, vas-y, t'avais de l'air bien parti. Moi, je pense que dans les 5 dernières années, ce qui fait que les Sharks ont peut-être plus de difficultés d'ici 2-3 ans, ils ont perdu leurs 3 visages. Patrick Marleau, Joe Thornton, Joe Pavelski. Leurs 3 visages de la franchise qui étaient établis à San Jose depuis peut-être les 10 à 15 dernières années ont quitté le navire. Joe Thornton est encore là, mais Patrick Marleau a quitté le navire. Joe Pavelski est parti aussi. Ben, Patrick Marleau, ça fait plusieurs années qu'il est parti. Je pense que ça fait 3 ans, puis ils ont quand même réussi à gagner les 2 dernières années. Ouais. Honnêtement, c'est pas le départ de Marleau qui a affecté grand-chose là-bas. Peut-être le départ de Pavelski. C'est les visages que les partisans avaient établis comme pour gagner la Coupe Stanley. Ces visages sont partis. Moi, je pense que c'est... Plus tu vieillis, à un moment donné, c'est normal que tu quittes une organisation. Là. C'est juste normal, c'est la business du hockey, Antoine. Mais écoute, le départ de Pavelski a peut-être fait mal, oui, parce que c'est leur capitaine là-bas. C'est un excellent franc-tireur. Il pouvait marquer des buts de plusieurs façons, lui. Honnêtement, ça leur a peut-être fait mal. Mais en même temps, tu as un gars comme Logan Couture, tu as des gars comme Thomas Chertel. Qui ont été blessés cette saison, qui ont manqué beaucoup de matchs. T'as raison, mais tu as des jeunes loups, comme je dirais. Peut-être Timo Maier qui est là. Écoute, je trouve ça très décevant de leur côté. Là. Je m'aurais attendu à mieux. Je ne dis pas qu'il aurait dû être en série nécessairement. Mais être 15e dans l'Ouest et 29e dans la Ligue, c'est très, très, très bas pour le genre d'équipe qu'il aurait pu avoir cette saison. Il aurait dû être au moins plus proche, être dans une course aux séries. Là. Il était éliminé quasiment au mois de janvier, février. Il était déjà éliminé. J'ai une question pour toi. Ça pose pas mal, hein? Oui. Tu dis que les Sharks de San Jose ont connu une saison décevante. Ça veut dire que tu t'attends à une meilleure saison 2 l'an prochain. Oui. Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils soient dans le portrait des séries? Mais écoute, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui va se battre pour les séries parce qu'ils ont perdu des visages importants. C'est pas une équipe qui fait partie de l'élite, là, on va s'entendre comme. Mais là, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe là-bas. Ça prend une réaction de la part des joueurs là-bas. Ça ne peut pas rester comme ça, là. Honnêtement, il faut qu'il y ait. Le problème de gardien de but pourrait se régler avec peut-être l'arrivée de Jacob Markstrom, voire même Braden Obi qui pourrait signer là. Est-ce que tu penses que ça pourrait être possible? Jacob Markstrom, moi, je pense vraiment qu'il va rester à Vancouver, là. Puis pour revenir à Martin Jones, écoute, c'est un bon numéro 1 dans la Ligue. Dans les dernières années, il l'avait bien fait. Mais cette saison, je comprends pas. Il n'y aurait de rien, là. Je comprends pas. Parce qu'honnêtement, il y a des belles qualités. Il a déjà montré que c'était vraiment un bon gardien numéro 1, là. Forcé d'admettre, t'as pas le choix, là. Oui. Écoute, il a amené son club en finale de la Coupe Stanley. Mais là, cette saison, il n'y a rien qui marchait. Puis je m'attends à une réponse l'an prochain. Faut qu'il soit au moins dans la course. Si je les vois dans le portrait des séries, ça va être difficile, il va falloir qu'ils se battent. Mais avec les joueurs qu'ils ont, s'ils sont chanceux côté blessure, ils se doivent être dans la course et d'offrir un meilleur spectacle à leurs partisans. James, je suis pas vraiment d'accord de mon côté. Moi, je pense que c'est une reconstruction qui va se démarrer de leur côté. Tu regardes le profit. S'ils veulent faire la reconstruction, il va falloir qu'ils changent des joueurs.
Quand tu as encore un Joe Thornton dans ton organisation à 40 ans, là, excuse-moi, mais tu n'es pas en reconstruction pour le moment. Eric Carlson est encore là, tu as Brent Burns. Ils n'ont pas de jeunes dans leur équipe, ils n'ont pas aucun jeune dans leur entourage. Commencer la reconstruction, ça aurait dû commencer cette saison en n'échangeant pas le deuxième choix total. Ah oui, quel coup de Pierre Dorion, honnêtement. C'est incroyable. Incroyable. Mais William, vas-y, termine ce que tu disais. C'est ça, comme je disais, t'as pas vraiment de prospect. Même si tu dis que ton problème est d'un but, en attaque, regarde ce que t'as. T'avais Thornton, OK, mais Thornton a connu une saison, c'était pitoyable cette année. Ben, il est rendu trop Couture vieux, était il blessé. ne s'avance plus, il traîne le piano. C'est ce que je dis. Thornton ne risque pas de le signer cet été. Je pense que ça s'en va. Il s'en va avec une autre équipe. Là. De mon avis, il va tourner la page et essayer de gagner une Coupe Stanley ailleurs. Là. Oui, ça va par la suite, à l'attaque, tu as Hurtle qui est. Hurtle puis Myers, selon moi, je les garde. C'est deux jeunes joueurs, tu fais la reconstruction avec eux, puis ça va être tes vétérans, puis ça va être sur quoi tu vas build ton équipe. Avec Logan Couture, je suis pas mal d'accord avec ça. Mais là, après ça, Evander Kane, tu échanges ça. C'est pas des joueurs qui ont donné ce qu'ils avaient à donner cette année, puis c'est décevant. C'est pas facile d'échanger. Ben voilà pourquoi je dis que c'est une équipe décevante. Les contrats sont très lourds là-bas, là, en plus. Oui. Le contrat de Blazic, le contrat d'Evander Kane, le contrat de Brent Burns va commencer à être lourd aussi. Eric Carlson aussi. Ouais. Ça va prendre tout un directeur général pour relancer les Sharks de San Jose. Ah, ça sera pas facile. J'aime ça, les boys. On a un bon débat, là. J'aime ça. Mais là, le débat, il achève. Bon, fait que... Justement, on va parler des agents libres. Les top UFA, RFA, donc les agents libres avec restriction, les agents libres sans compensation, qui vont justement être agents libres cet été. Et là-dedans, il y a beaucoup de joueurs là, qui pourraient aider une formation potentiellement dans l'avenir. On va en nommer. Écoute, il y a Alex Pietrangelo, Taylor Hall, Tyson Barrie, Torrey Krug, Mike Hoffman, Evgeny Dadonov. On a également Tyler Toffoli. Et puis, j'ai rajouté un joueur comme Dustin Byfuglien qui a été libéré par Winnipeg cette saison puisqu'il a fait la grève et il n'a pas joué. Puis, j'en passe, il y en a d'autres, des bons joueurs là, qui auraient pu se greffer à cette liste. Mais parlons de Pietrangelo, premièrement. Il gagnait 6,5 millions lui, cette saison. Avec 52 points en 70 matchs joués pour le défenseur qu'il était, le capitaine des Blues de Saint-Louis. Il a gagné la Coupe Stanley là-bas l'an dernier. Où qu'on peut voir Pietrangelo cette saison? Hey. Il doit re-signer avec les Blues, là, parce que les Oui, Blues, je suis d'accord. c'est le capitaine là-bas, c'est un grand leader. Ils doivent le re-signer, c'est quasiment obligé. Ouais, puis s'ils perdent là, défensivement, ça va leur faire tellement mal. Là. Ouais. Écoute, je pense aussi qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de s'en départir. Là, t'allais parler, Odette, vas-y? Non, mais je suis d'accord avec Christopher. C'est vraiment ton leader. C'est lui le visage de ton équipe. C'est ton défenseur offensif. Sinon, il y a plusieurs bons défenseurs défensifs. On sait que l'acquisition de Justin Falk au courant de la saison a été plutôt bonne. Ça reste un bon défenseur de soutien, mais ce n'est pas lui le défenseur qui est capable de mettre 52 points en 70 parties. Moi, je pense que Pietrangelo doit rester avec les Blues. Je suis entièrement d'accord avec Christopher. Oui, là-dessus. Même chose. Pietrangelo, c'est un peu ce qui tient l'équipe. Non, rien à faire avec O'Reilly. Le leadership dans ce vestiaire-là, c'est énorme. Puis je pense que ça commence avec Pietrangelo, O'Reilly. Puis je pense qu'il faut que tu continues avec ça. Si tu veux continuer à gagner la Coupe Stanley pour les prochaines années, Pietrangelo, faut que tu le gardes, t'as pas le choix. On s'entend là-dessus, les quatre qu'on garde là-bas. Je suis d'accord avec vous autres, les boys. Gagner 6,5 millions, comme je disais, cette saison. Et son prochain contrat pour ressembler à quoi, là? 8,59 millions. Moi, je pense qu'il devrait paraffer un gros contrat. Là. Un contrat dans les années que Piquet Souban a eu, là, proche du 9 millions. Moi, je pense que ça serait quand même pas si pire pour lui. J'aimerais s'entendre qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Pour 5 ans? Pas 4-5 ans. Dans ces coins-là, pas trop longtemps. Il est quand même vieillissant, autour de la trentaine peut-être. Mais il a encore beaucoup à donner. Mais tu ne lui donnes pas un contrat de 7-8 ans pour qu'il se ramasse à être un lourd contrat, un fardeau pour ton équipe dans plusieurs années. Moi, je pense que tu devrais donner un contrat jusqu'à temps qu'il ait 35-36 ans dans ces coins-là. Puis un contrat de peut-être plus 5-6 ans. Christo? Moi, j'irais avec un contrat de 4 ans pour 8 millions. Ouais, c'est bon. Parce que sinon, si tu le mets trop longtemps, il va être rendu un peu trop vieux. Là, ils vont regretter leur contrat. Puis c'est mieux qu'ils fassent secours puis qu'ils leur signent après pour voir comment il va jouer et comment il va vieillir.
Will, là-dessus? Mon côté, je me suis basé sur le contrat de Roman Josi avec les Preds. C'est un défenseur que je peux comparer un peu avec lui, côté l'impact qu'il a sur l'équipe. Je parlerais d'un contrat environ de 5 ans, 9 millions, je parle. Je pense que ce serait un très bon contrat pour les deux parties. Parfait. Taylor Hall, maintenant, un joueur qui était acquis par l'école d'Arizona cette saison dans une transaction avec les Devils du New Jersey. Écoute, ils ont payé cher pour l'avoir, quand même. Et puis, son contrat, ça vient à échéance cet été. Il empochait 6 millions annuellement cette saison. Un rendement de 52 points en 65 parties. Écoute, il n'a pas été à la hauteur du Taylor Hall qu'on a déjà connu lorsque le gagné était le trophée Hart. Mais quand même, il peut quand même signer un gros contrat, là. Mais est-ce que vous le voyez encore en Arizona, vous? Non, je ne penserais pas. Moi, Taylor Hall, je vais y aller. Taylor Hall, on l'a vu, plusieurs statistiques sont sorties disant que les Devils, avant le départ de Taylor Hall, avaient une fiche négative. Après le départ de Taylor Hall, les Devils avaient une fiche positive. Et l'inverse pour les Coyotes. Avant l'arrivée de Taylor Hall, la fiche était positive. Avec l'arrivée de Taylor Hall, la fiche était négative. Est-ce Taylor Hall le problème? C'est une question qui pourrait être dans la tête des directeurs généraux cet été. Moi, je pense que Taylor Hall est un bon joueur de hockey, sorti premier au total de son repêchage. C'est un joueur qu'on a connu, capable de donner 90 points facilement. C'est un bon joueur, bien entouré et capable de produire. Taylor Hall, je le vois dans une équipe de l'Est. Une équipe de l'Est vraiment qui se bat, ou l'Avalanche du Colorado. Soit une équipe de l'Est ou vraiment l'Avalanche du Colorado, vraiment ciblée. Pour prendre. L'Avalanche avec Taylor Hall, ça va être dévastateur là-bas. Oui, effectivement, mais je pense que Taylor Hall serait un bon joueur, un bon ajout à Colorado. Peut-être ce qu'il leur manque pour faire partie, pour peut-être se rendre à la Coupe Stanley. Les autres là-dessus? Moi, je pense qu'il devrait rester en Arizona. Il devrait s'installer là-bas, avoir un bon contrat, rester longtemps là-bas pour avoir. Parce que c'est un très, très bon joueur de hockey. Puis il peut apporter beaucoup à l'Arizona avec les jeunes qui vont arriver bientôt. C'est ce que je pense. C'est sûr qu'en Arizona, s'ils perdent, ça va leur faire très, très mal. Écoute, ils ont payé cher pour l'avoir. Le choix logique, ce serait de le garder en Arizona, mais je ne sais pas ce que lui en pense. Will, vous avez sorti quelque chose là-dessus cette semaine. Vas-y donc. Ouais, ce que j'avais sorti, c'est que Rick Tocchet croyait qu'il y ait des chances que Taylor Hall reste avec l'Arizona. Qu'il ne savait pas si Taylor Hall avait pris sa décision, là, mais moi, je pense qu'il y a des chances qu'il reste en Arizona. Mais une autre destination, je pense qu'on n'a pas dit, puis ça peut vous surprendre, mais je pense que c'est les Kings. De leur côté, là, on a vraiment reconstruit. Je pense qu'on est vraiment avec d'excellents prospects. Là. Mais je pense que c'est commence à être le temps d'aller chercher aussi dans les agents libres. Aller chercher des joueurs d'impact qui peuvent t'aider. Je pense penser à une attaque avec Kopitar et Taylor Hall ensemble, là, avec les Kings, ça pourrait être vraiment dévastateur pour du côté de leur attaque qui a été quand même beaucoup touchée cette année. Là. Surtout, ça n'a pas été une grosse attaque. Surtout sur l'avantage numérique, ça aiderait grandement les Kings. Là. Oui. T'aurais, je dirais 2 et même peut-être 3 forces de frappe là, avec Drew Doughty à la ligne bleue. Là. Oui, ça serait un excellent powerplay, c'est sûr. Combien d'argent pour ce gars-là? Je dirais 8,59 millions, vu qu'il a gagné le Hart en 2018. Pour combien de temps? Je ne suis pas sûr que les directeurs généraux vont vouloir lui donner un contrat à long terme, vu le fait qu'il a ralenti peut-être cette saison, disons ça comme ça. Mais peut-être 5 ans, ça pourrait être un contrat, je pense qu'il soit octroyé. Les autres là-dessus? Moi, je suis du même avis que Will. Je donnerais 5 ans pour un 9 millions. C'est un bon joueur, puis il peut apporter beaucoup à une équipe. Là. Antoine? Moi, je baisse mon prix. Moi, je mets ça. Je sais qu'il ne signera pas à ce prix-là. Moi, c'est le prix maximum que je serais prêt à donner à ce joueur-là, c'est 8 millions. Je trouve que c'est un bon joueur de hockey, mais je ne trouve pas nécessairement que, oui, il peut avoir un bon impact sur ton équipe, mais ce n'est pas le joueur que je rêve d'avoir dans mon équipe. Moi, je pense qu'il y a plusieurs meilleurs joueurs que lui. Moi, je pense qu'il y a un meilleur joueur disponible en particulier que lui sur le marché des joueurs autonomes auquel je donnerais plus d'argent, et c'est Mike Hoffman. On va y revenir tout à l'heure, mais à lui, je donnerais plus d'argent qu'à Taylor. Oui, je me fais juger que Taylor. Oui, c'est sûr que les gens qui vont nous regarder vont me juger, vont dire Taylor Hall est beaucoup meilleur que Mike Hoffman. C'est mon opinion. Je crois que Mike Hoffman est meilleur que Taylor Hall. OK. On va aller maintenant avec le défenseur des Maple Leafs de Toronto, Tyson Barrie.
Écoute, lui, il était avec le Colorado avant, puis c'était vraiment le défenseur du Colorado. Mais ils l'ont laissé partir parce que, honnêtement, Kyle McCarr méritait beaucoup de place là-bas à la ligne bleue. Et puis à Toronto, il faut s'admettre qu'il était quand même pas si pire. Tyson Barrie, une récolte de 39 points en 70 matchs. C'est un bon défenseur, très mobile. Écoute, il gagnait 5,5 cette saison. Qu'est-ce qu'on pense de ce gars-là? Moi, je pense pas qu'il va vraiment signer à Toronto. Je pense qu'il va aller ailleurs, moi. Oui, effectivement. Beaucoup de nouvelles qui sont sorties disant que Tyson Barrie voulait quitter les Leafs de Toronto. On sait qu'il y a quand même 2 bons jeunes qui poussent en Timothée Liljegren et Rasmus Sandin qui poussent à la ligne bleue. Morgan Riley qui est bien établi. Jake Muzzin qui vient de paraffer une prolongation de contrat énorme, si je peux me le permettre. Il reste peut-être 2 défenseurs à aller chercher, mais Tyson Barrie devrait probablement quitter l'organisation des Leafs de Toronto. Pas mauvais. Ça peut être un bon défenseur pour ta première paire de défense. Peut jouer en avantage numérique, capable de produire. Déjà connu une saison presque avec 1 point par match, sa dernière saison avec l'Avalanche. Ouais. Il pourrait revenir à ça. Il est encore jeune, il n'est pas trop vieux. Oui, je crois que Tyson Barrie va quitter les Leafs avec un bon contrat en poche. Parfait, puis je vais me tourner maintenant vers vous autres, les autres gars. Qu'est-ce que vous en pensez de Tyson Barrie? Tyson Barrie, il est encore jeune, il est très bon. Puis je crois qu'il va partir de Toronto parce que Toronto, ils ont des bons défenseurs. Il se doit aller signer avec une autre équipe pour avoir plus de temps de jeu puis être mieux développé. Et c'est ça, là. Puis c'est un très bon défenseur, je crois. Ouais, ça, il n'y a aucun doute. William, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? De mon côté, je peux pas croire que les Leafs vont vraiment le signer parce que tu te mets des menottes si tu le signes, tu n'as pas d'argent pour, disons, les 5 prochaines années pour aller signer des joueurs sur les agents libres ou même re-signer des joueurs qui ont besoin d'extension de contrat. Parce qu'on va se le dire, Barrie risque de demander quand même une grosse somme, surtout avec ce que Jacob Trouba a signé l'année passée avec les Rangers, là, 8 millions. Là, ça risque d'être quelque chose sur lequel Tyson Barrie va se fier pour signer son prochain contrat. Donc, je ne vois pas vraiment comment les Leafs auraient l'argent, premièrement, pour le signer. Parfait, c'est bon. On va changer de défenseur. Maintenant, on va aller avec un autre, le défenseur des Bruins de Boston, Torrey Krug. Il y a beaucoup de partisans qui rêvent à lui, là, dans la Ligue nationale. Où est-ce qu'on le voit l'an prochain? On doit le voir à Boston. Moi, je crois que Torrey Krug doit rester à Boston. C'est le défenseur offensif à Boston. On s'attendait à ce que Charlie McAvoy en donne beaucoup plus à l'offensive, ce qui n'a pas été le cas. Zdeno Chara est excessivement vieillissant aussi à Boston. Pas beaucoup de bons défenseurs offensifs qui sont là. Brendan Carlo, un défenseur défensif, ainsi que Matt Grzelcyk aussi, qui est un défenseur défensif. Mais je pense que Torrey Krug, s'il signe à Boston, va signer moins cher que s'il signe avec une autre équipe. Beaucoup moins cher. Parce que Boston, c'est un petit peu comme Sidney Crosby. Quand il a signé son contrat, il était prêt à signer moins pour rester avec les Pingouins. Moi, je pense que Torrey Krug pourrait avoir la même chose. Signer peut-être un 5-6 millions. Puis on sait que les Bruins se sont débarrassés du contrat de David Backes. Est-ce que c'est pour signer Torrey Krug? Je pense que oui. Je pense que Torrey Krug doit rester à Boston. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Toi, Christo, qu'est-ce que tu penses de Torrey Krug? Moi, je crois qu'il doit rester à Boston parce que je pense que c'est l'un des piliers de la supériorité numérique. Il apporte beaucoup en offensive, puis il est capable d'être bon en défensive aussi. Je pense qu'il doit signer encore avec Boston parce que sinon, Boston va avoir une très grosse perte à la défense. De mon côté, je crois vraiment que Boston doit le signer, mais je ne suis pas sûr à 100% qu'il signe à rabais, exemple, à Boston. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il souhaite faire partie de son équipe d'enfance, les Red Wings de Détroit. Il est vraiment intéressé à s'en aller là-bas. Puis si les Bruins veulent le signer, je ne suis pas sûr que ça va être à rabais. Je pense qu'il va signer selon sa valeur, peut-être plus un bridge deal, un peu comme McAvoy a signé peut-être l'année passée avec un peu plus d'argent, mettons. Là. Mais je ne crois pas que nécessairement que c'est certain que Krug signe à Boston. Ça serait le best. Je pense que pour lui, le Krug, là, ce serait côté carrière, là, ce serait sa meilleure décision de signer à Boston, vu le fait qu'il va plus gagner. Puis pour l'instant, disons ça de même, je pense que c'est leur défenseur numéro 1. Puis je pense qu'à Détroit, c'est un long processus de reconstruction. Puis je suis pas sûr que ça y tente vraiment nécessairement de perdre. Ouais, et puis pour parler de Torrey Krug, là, à Boston, la défensive, on sait que Chara, lui, ne reste pas beaucoup d'années. McAvoy a encore beaucoup à apprendre. Même chose pour Brian Carlo. Je pense que c'est 2 défenseurs qui
sont jeunes, mais sont quand même encore à apprendre, là, parce que, écoute, c'est sûr que tu veux toujours t'améliorer dans la vie, là. Puis si c'est des parties de Krug, là, ça va leur faire mal énormément. Je vais parler un petit peu de Mike Hoffman et puis d'Evgeny Dadonov. On va parler des deux. Écoute, c'est deux gars qui jouent pour les Panthers de Floride. C'est deux gars qui pourraient quitter l'organisation. Deux bons joueurs, deux joueurs de leurs deux premiers trios. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Moi, je pense qu'ils doivent au moins essayer de les re-signer. Sans qu'ils signent nécessairement avec les Panthers. Moi, je pense que tu dois leur offrir un contrat. Je me suis prononcé plutôt sur Mike Hoffman. Moi, Mike Hoffman, c'est un joueur qui m'attraite excessivement. Il a connu 2 bonnes saisons avec les Panthers. Moi, je crois que c'est un joueur qui peut te donner 70 points. C'est un très, très, très bon joueur. On sait que c'est un choix de 5e ronde quand même, qui s'est très, très bien développé à Ottawa. Ensuite, échangé à San Jose pour une bouchée de pain, qui l'ont rééchangé quelques heures plus tard aux Panthers pour encore une bouchée de pain. Mais je crois que Mike Hoffman t'apporte sur ton aile gauche quelque chose que tu n'as pas nécessairement dans toutes les équipes. Mike Hoffman, c'est un joueur dans un sens de la patinoire. Dans sa zone, il n'est pas très bon, mais offensivement, il t'apporte beaucoup de points, fait produire les joueurs autour de lui. En avantage numérique, il est dévastateur. Je crois que Mike Hoffman doit demander autour de 7-8 millions. Et c'est ça. Moi, je pense que Mike Hoffman, c'est un joueur. Moi, je suis n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, je lui offre un contrat. Oui, en avantage numérique, tu viens de le dire, son lancer du poignet, là, il y a beaucoup de gardiens qui honnêtement, ont de la misère avec son lancer, là, honnêtement. Il trouve les failles où est-ce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. C'est son talent à lui. Écoute, Christo, pour Mike Hoffman, qu'est-ce que tu vois en lui? Moi, je vois que la Floride devrait le garder. Parce que sinon, ils vont avoir une grosse perte à l'attaque. Ils vont perdre beaucoup de points. Puis aussi, leur powerplay, ça va leur faire mal parce qu'on sait qu'ils ont un powerplay très dévastateur en Floride. Puis c'est ça que j'avais à dire sur Mike Hoffman. Pas mal. Puis Evgeny Dadonov également en Floride. Mais est-ce qu'il y a des possibilités qu'on s'en débarrasse de 1 sur 2? Oui. Oui. Oui, je ne pas parlé encore. Ben, de mon côté, je pense que Dadonov va re-signer. Je pense que c'est quasiment inévitable. Je pense qu'on va commencer par viser Dadonov, le garder. De toute façon, il va demander moins qu'Hoffman, ça c'est certain. Par la suite, du côté d'Hoffman, je ne suis pas convaincu qu'il va re-signer avec les Panthers. Je pense qu'il va décider de tester sa valeur sur le marché des agents libres, vu que ça va être sa première fois sur le marché des agents libres aussi. Je pense qu'il pourra aller chercher un maximum d'argent de ce côté-là. C'est certain que ça serait une grosse perte sur le powerplay. Là. C'est un gars que... c'est un de ces gars-là. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale, mais qui, sur ce powerplay-là, peut vraiment se mettre au cercle des mises en jeu, un peu comme Ovechkin, mais de l'autre côté, là, si on veut. Puis aller d'un bon tir frappé. Je pense que c'est une très bonne option sur un powerplay, puis c'est une très bonne option pour plusieurs équipes. Mais malheureusement, je pense que les Panthers vont seulement pouvoir re-signer Evgeny Dadonov. Oui, parce qu'il faut dire que là, à date, on dit beaucoup là, que le joueur va rester dans son organisation, sinon ça fait mal. Mais si c'est ça qui arrive, le marché des agents libres ne bougera pas beaucoup. Donc, j'aime l'idée qu'ils vont se débarrasser de au moins 1 sur 2, là, puis c'est tout à fait normal là, au niveau du capitanial. Tyler Toffoli, maintenant. Écoute, c'est un joueur là, qui appartenait aux Kings de Los Angeles cette saison. Et il a été échangé aux Canucks de Vancouver et il a quand même bien produit, il a bien fait. Moi, je pense que les Canucks doivent le garder parce qu'honnêtement, ça peut être beau pour l'avenir là-bas. Oui, effectivement. C'est un bon joueur. 44 points en 68 parties cette saison. A été échangé au Canucks, comme tu l'as dit plus tôt, à la date limite des transactions. C'est un joueur qui complète très bien Bo Horvat. Selon moi, on les a vus en fin de saison, eux qui étaient ensemble. Tu as parlé des Canucks tout à l'heure en disant qu'il était un club qui t'avait vraiment surpris. Je suis d'accord avec toi. Si le Racing Toffoli l'an prochain pourrait être très menaçant, ils ont 5 bons attaquants. Peterson qui s'est vraiment démontré comme l'un des meilleurs dans la Ligue. Brock Besser, blessé, mais il peut produire. JT Miller, une très bonne acquisition aussi. Moi, je pense que les Canucks, s'ils le re-signent, ça pourrait être très bon pour eux. Toffoli, je pense qu'il voudrait rester aussi à Vancouver. Ça serait vraiment quelque chose de bon. Puis, oui, je pense que Toffoli devrait rester à Vancouver. Oui, puis il faut dire que l'équipe là-bas n'est pas très vieille. Hein? Beaucoup de jeunes de mon côté, je crois aussi que Toffoli va rester à Vancouver. Je pense que ça a été un excellent fit pour les deux équipes. C'est 10 points en 10 matchs avec les Canucks cette saison.
C'est juste pour prouver à quel point ça a été un bon fit sur le deuxième trio. Je pense qu'il a fait sa niche, puis je pense que ce serait une bonne décision pour les deux camps, vu que les Canucks, dans les prochaines années, je pense que ça va être une équipe beaucoup plus compétitive d'année en année. Puis ils sont en train de bâtir quelque chose de vraiment très bon de leur côté. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Le fit a été bon là-bas entre Toffoli et les Canucks. Christo, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Moi, je crois que les Canucks doivent re-signer Toffoli. Parce que là-bas, l'équipe est jeune, puis ils ont une très bonne attaque, une très bonne défensive, puis des très bons gardiens. Mais avec Toffoli, ça leur donne un bon power play, puis ça leur permet de. Puis on sait que c'est un bon marqueur, puis un bon faiseur de points. Je crois que c'est ça, là. Yes, parfait. Les boys, j'aimerais parler un petit peu de Dustin Byfuglien. Juste pour mettre en contexte les gens, là, Byfuglien, oui. Écoute, il n'a pas joué cette saison, il a fait la grève, honnêtement. C'est un petit peu drôle. C'est pas drôle, mais en fait, c'est surprenant de voir ça. Un joueur qui ne se présente pas. C'est un joueur qui aurait gagné beaucoup d'argent puis qui a craché là-dessus, si on veut. Il n'a pas pris cet argent-là. 7,6 millions qu'il aurait gagné. Et puis là, il a été libéré par les Jets de Winnipeg, qui pourtant en aurait eu besoin défensivement, mais évidemment, il a fait la grève. Qu'est-ce qu'on pense de ce gars-là? Est-ce qu'il va revenir? Où est-ce qu'il pourrait jouer? Le contrat qu'il pourrait signer? J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que ça fait jaser là, quand même. Plusieurs rumeurs l'envoient avec les Leafs de Toronto, mais ça me surprendrait beaucoup. Moi, je pense que Dustin Byfuglien mérite encore un 5-6 millions et je ne crois pas que les Leafs de Toronto seraient prêts à débourser une somme comme ça pour un défenseur tel que Dustin Byfuglien. Oui, il peut apporter beaucoup d'offensives, il a un gros gabarit, il est capable d'amener beaucoup de robustesse dans ton club, mais Dustin Byfuglien a fait la grève cette saison. Ça pourrait inquiéter plusieurs équipes. Et il pourrait se dire, Dustin Byfuglien, est-ce qu'il a fait la grève? Oui. Est-ce qu'il va la refaire un jour? On ne sait pas. On sait qu'il est prêt à re-signer. Selon plusieurs sources, il serait prêt à re-signer avec une nouvelle équipe. Moi, je pense que Dustin Byfuglien, cette saison, aurait été une très belle pièce aux Jets. Il a manqué en défensive. Vraiment beaucoup de difficultés en défensive pour les Jets. Ça aurait vraiment aidé l'équipe. Mais Dustin Byfuglien devrait re-signer un contrat d'à peu près peut-être 1 an ou 2 avec une équipe, peut-être aspirante à la Coupe Stanley. Serait la meilleure option pour lui. Oui, je suis bien d'accord. Et puis Byfuglien, il a déjà gagné la Coupe Stanley. Ça fait plusieurs années de ça, là. Mais lorsqu'il était avec les Blackhawks de Chicago. Les autres, j'aimerais quand même vous entendre là-dessus parce qu'honnêtement, moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Parce que Byfuglien, j'ai toujours été un défenseur que j'ai bien apprécié avec Winnipeg dans les dernières séries éliminatoires qu'ils ont connues. Puis je vais voir ce que vous en pensez. Ouais, moi, je pense que Dustin Byfuglien devrait re-signer avec une équipe. On sait qu'il est bon pour donner des coups d'épaule. Il est bon en défensive, puis il peut être bon, très bon à l'attaque aussi. Mais je crois que les équipes vont avoir peur de lui à cause qu'il pourrait dire aussi qu'il recommence à faire la grève, qu'il ne joue pas, et que les équipes se rongent les ongles à cause qu'ils l'ont signé. Yes, parfait. William, là-dessus, j'aimerais t'entendre. De mon côté, je pense que Byfuglien va signer. C'est certain qu'il y a encore une valeur sur le marché, c'est certain. Je pense qu'il y a certainement une équipe ou deux qui vont lui faire des offres, des bonnes offres aussi d'au moins. Je pense qu'au moins, il vaut 4 millions. Je pense pour 1 an, 1 an, 4 millions, c'est un low risk, disons, avec lui. Je pense qu'on sait qu'il est encore au niveau de la Ligue nationale, à mon avis. Je crois qu'une équipe comme les Blackhawks pourrait très bien décider d'aller rechercher un contrat peut-être un peu moins cher, vu que la masse salariale va être touchée. Tu as besoin de re-signer Kubalik aussi cet été. Mais je pense que ça pourrait être une bonne acquisition, pareil, des Blackhawks, avec une défensive qui est vieillissante, puis qui. Disons que c'est pas une défensive qui est excellente, comme elle l'était aussi dans le passé. Brent Seabrook n'est plus ce qu'il était. Duncan Keith commence à ralentir aussi. Tu as des jeunes comme Buckvis qui sont là. Mais je pense que ça pourrait être une bonne acquisition sur une défensive comme celle-ci. Mais des équipes comme les Oilers et les Canucks pourraient très bien être intéressés aussi. Des équipes qui, en défensive, en arrachent un peu. Puis que je pense qu'un défenseur comme lui pourrait vraiment donner de fiers services. Puis je vais vous poser une dernière question. Ça va être la dernière question. Par la suite, on va pouvoir conclure ça. Mais moi, étant une équipe que j'affectionne particulièrement, c'est l'Avalanche du Colorado. Le défenseur Kel McCarr là-bas, Nathan McKinnon, Mikko Rantanen. Est-ce que le Colorado, là, je pose ça comme ça, écoute, c'est une idée que je lance, parce que je vous dis, j'affectionne beaucoup l'Avalanche du Colorado. Est-ce qu'un gars comme Dustin Byfuglien pourrait être tenté de signer là-bas? Est-ce une destination possible, en fait? Ça me surprendrait.
Moi, je pense que l'Avalanche sont vraiment avec leurs défenseurs qu'ils ont. Déjà quasiment un top 4 cloué dans le béton. Samuel Girard qui va être là l'an prochain. Kim Makar qui va être là l'an prochain. Eric Johnson qui n'est pas mauvais, un bon contrat. Mais l'année prochaine, on pourrait peut-être s'attendre à voir Bowen Byram qui pourrait peut-être faire son arrivée avec l'Avalanche. S'il connaît un bon camp, pourquoi pas? On pourrait peut-être l'essayer sur une base de 9 matchs. Mais je pense que Dustin Bufflin devrait plus y aller avec une équipe comme William a dit plus tôt. Moi, je vais reprendre William. Moi, je pense que les Blackhawks ne seraient pas une mauvaise destination. Mais il a dit Kubalik, mais Dylan Strome aussi est un contrat re-signé. Il devrait demander beaucoup d'argent. Oui, les Oilers et les Canucks seraient deux bonnes destinations. Moi, je pense que Dustin Bufflin pourrait rester avec une équipe canadienne. Il a l'air de se plaire au Canada. Il pourrait peut-être même venir à Montréal. Certains aimeraient bien le voir à Montréal. Imaginez une ligne avec Shea Weber et problème. Il y en a qui rêvent un petit peu trop en couleur, là, je pense. Effectivement. Christo, sur Bufflin, où le vois-tu, toi? Parce que honnêtement, ça fait jaser, puis moi, j'aimerais ça avoir une idée là-dessus. Là. Bufflin, je le verrais, comme Antoine l'a dit, chez les Blackhawks, chez les Oilers, une grosse. Pour aller compléter une bonne paire de défenseurs, ça peut aider les Oilers. OK, puis quand je parlais de l'Avalanche tantôt, là, c'est parce que justement, avec Bowen Byron, Samuel Girard et Kel Makar, c'est trois défenseurs très jeunes. C'est pour ça que je voulais parler de Bufflin là-bas, dans le sens qu'il aurait pu venir les aider là, au niveau du leadership et même de la grosseur en défensive pour agir en tant que mentor. Effectivement, c'est vrai. Mais... les trois défenseurs que tu as nommés, ce n'est pas des gros défenseurs. Makar, c'est un petit défenseur. Girard aussi, Byron aussi. Ça pourrait ne pas être une mauvaise acquisition, mais l'Avalanche, on sait dans quelques années, je pense que c'est l'an prochain. Non, oui, c'est l'an prochain. Est-ce qu'il re-signe Rantanen l'an prochain? Non, Rantanen a signé l'année passée, mais c'est Landeskog l'année prochaine, je pense qu'il faut qu'il signe l'année prochaine. Donc, s'il donne un contrat, merci William, s'il donne un contrat à Buffalo, moi je pense que ça pourrait être pour un an. Tu as raison, pour être un mentor à la défense. Mais oui, ça pourrait être une bonne acquisition pour l'Avalanche. Mais je pense qu'il va rester quand même. J'aimerais ça qu'il reste au Canada, dans une équipe canadienne avec les Oilers ou les Flames de Calgary. Moi, je trouve que c'est pas une vilaine idée, ton idée de le voir avec l'Avalanche. Mais je pense que du côté de l'Avalanche, qu'on va essayer de bâtir le plus dans les prochaines années, ça va être d'améliorer en attaque, vu le fait qu'on a surtout une première ligne, Kadri sur le deuxième trio. Tyson Jones est là, il est jeune. Mais mettons que. Burakovsky a une bonne saison. Burakovsky, oui. Mais je pense qu'on va vraiment se concentrer sur aller chercher un bon ailier de deuxième trio pour jouer avec Kadri. Burakovsky peut être là. Tyson Jones se développe. Je pense qu'on va surtout se concentrer sur l'attaque. La défensive, on n'a pas parlé aussi, mais Adam Graves il est là. Bowen Byram risque d'être là. On en a 5 pour l'instant. Tu peux en signer des défenseurs peut-être plus. Je vois plus peut-être un défenseur comme Sami Vatanen ou TJ Brody signé là. Un défenseur peut-être un peu plus fiable. Pour un an ou deux qu'un défenseur à temps plein comme Dustin Bufflin. Est-ce que des défenseurs comme Vatanen et Brody seraient prêts à signer un contrat d'un an ou deux? Un petit peu moins de stabilité, mais pour avoir la chance de peut-être gagner la Coupe Stanley d'ici 2 ans ou de mener des jeunes vers des sommets? Du côté de TJ Brody, je pense qu'il va rester avec les Flames. Je pense qu'il est bien avec Giordano sur un premier duo, surtout. Là. Si tu l'envoies avec, par exemple, l'Avalanche, ça risque d'être sur un deuxième, peut-être même troisième paire. Mais du côté de Vatanen, je pense que ça pourrait être quand même un bon fit, 1 an ou 2 ans. Là. C'est un bon défenseur. C'est un défenseur qui pourrait très bien être ton 5e défenseur. C'est un gars qui a de l'expérience aussi. Puis je pense que ce serait pas un mauvais fit, je pense. Oui, puis lui, Vatanen va quitter la Caroline sans aucun doute avec toutes les acquisitions qu'ils ont à la défense. Oui, mais un gars comme Vatanen, moi je le vois bien sur le top 4 d'une équipe. Là. Oui. Comme 4e défenseur, là, honnêtement, ça serait un jeu 4e défenseur de qualité, à mon avis. Et puis pour revenir à l'Avalanche chez Bufflin, écoute, j'avais juste lancé ça comme ça. Là. Je voulais savoir votre avis, puis merci pour ça. Parlant d'agent libre, écoute, je vais poser une dernière question pour le mot de la fin à Christo. Si tu es Marc Bergevin, quel genre de joueur tu as besoin dans ton alignement dans les joueurs des agents libres? Ben, c'est sûr qu'à Montréal, on a un problème à la défense. On a un problème à la défense, puis on a un problème dans les buts. Fait que là, tu aurais besoin d'un bon numéro 2 à les signer. Puis aussi, tu aurais besoin d'un gaucher, mais là, ça serait très... Et, pour ton gaucher, est-ce que tu rêves à Torrey Krug?
Non. Ouais, mais c'est sûr que Boston ne voudra pas s'en débarrasser autant. Parce que... Non, mais c'était rien que pour terminer sur cette note-là. Là, écoute, j'ai rêvé un petit peu, là, puis c'est correct. Là, je pense que faut rêver dans la vie, je pense. Puis c'était rien que pour mettre un petit brin d'humour là-dessus. Là, je pense pas que Torreco va signer à Montréal, mais écoute, en tant que partisan, on peut rêver. Peut-être un Elia Kovalchuk va signer avec le Canadien. Oui, Bon, ben là, effectivement. ça, c'est une possibilité. Ouais, on en reparle cette semaine de ça. On va faire une capsule, puis on va parler d'Ilya Kovalchuk. Donc, mesdames et messieurs, en primeur, je vous dis que cette semaine, il va y avoir une capsule portant sur Ilya Kovalchuk. Merci pour les deux équipes. C'est beau. Hey, parfait, merci les boys. C'est bon. Il n'y a pas de quoi, James. Merci à toi. Donc, mesdames et messieurs, voilà, notre idée est faite sur Kaden Primo, le jeune gardien de but prometteur du Canadien. Donc, on a débattu sur notre potentiel gardien numéro 2 derrière Carey Price. Également nos top agents libres là, pour cet été. Et on vous a parlé de nos équipes surprenantes et décevantes. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre deuxième podcast. Si c'est le cas, je vous invite à partager en grand nombre la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à cette semaine, à très bientôt. Merci tout le monde. OK, au revoir. Salut. Salut. Au revoir.